Dans le podcast cette semaine, on discute avec Elizabeth Hargrave, autrice de Wingspan et trésorière de la Tabletop Game Designer Association. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. Je suis à la Gen Con, c'est la première interview qu'on fait. Et j'ai la grande chance d'être en compagnie de Elizabeth Hargrave. Salut Elizabeth, hello Elizabeth. Hello. Comment vas-tu ? Ça va bien. Merci beaucoup du temps que tu m'accordes. Oui, on va parler un petit peu de ton travail et aussi du nouveau jeu que tu vas sortir. J'ai lu que tu avais découvert le jeu de société plutôt en 2004-2005. Peut-être oui, peut-être même un peu plus tard que ça, okay. Mais dans ces eaux-là. Quand tu as découvert le jeu, tu as tout de suite eu envie de créer des jeux ou c'est venu bien après ? Ça a pris un peu de temps. Au début, je jouais simplement et j'étais contente de découvrir plein de jeux pendant plusieurs années. Mais petit à petit, j'ai commencé à avoir des conversations avec des amis. On se rendait compte que beaucoup des jeux auxquels on jouait parlaient de choses qui en fait ne nous intéressaient pas tant que ça. À l'époque, on avait plein de jeux sur des châteaux, par exemple. Knights and... trains. Oui, c'est ça, ou des trains. À ce moment-là, mon mari et moi, on commençait à s'intéresser à l'ornithologie. Et c'est lui qui a dit, tu sais, s'il existait un de ces jeux de société, mais sur les oiseaux. Et là, mon cerveau a complètement accroché à l'idée. Impossible de la lâcher. Et c'est quelque chose que tu continues d'avoir, c'est l'univers que tu veux montrer, qui est le point de départ. Yes. Oui, en général, c'est le thème, l'histoire qui vient en premier. Yes. Yeah. J'ai aussi lu que tu aimais beaucoup Race for the Galaxy et que c'était une de tes sources d'inspiration pour Wingspan. Oui, j'adore les jeux à moteur en général. Mais Race for the Galaxy, j'y jouais beaucoup à cette époque-là. Et j'y joue encore aujourd'hui, oui. Et parce que c'est du tableau building, Wingspan, un peu comme Race for the Galaxy. Mais je trouve la grosse différence, c'est que dans Race for the Galaxy, on a beaucoup de cartes. Dans Wingspan, c'est dur d'avoir des cartes. Yeah, I guess so. Je pense que la plus grande ressemblance, évidemment, c'est que c'est un jeu de tableau building. On pose des cartes devant soi et on dépense des ressources pour les jouer. J'étais un peu partie avec ça en tête, mais le jeu a rapidement pris une direction différente. Wingspan a eu un énorme succès. Tu as gagné le Kenner Spiel. Tu es une des rares femmes qui a obtenu un Spiel toute seule, sans co-auteur masculin. Et aujourd'hui, c'est même devenu un core système. Comment tu as vécu ce passage au fait d'avoir un jeu qui devient un système comme Pandémie? It's kind of wild to see what's the game that came out. Oui, c'est assez fou de voir ça. Il y a ce jeu qui est sorti il y a quelques années, Raising Robots, c'est bien ça le nom ? On y retrouve très clairement les 3 rangées de cartes qu'on construit, et moi je trouve ça amusant. Il y a une expression en anglais, je ne sais pas si vous l'avez en français, qui dit que l'imitation est la plus belle des flatteries. Alors ça ne me dérange pas du tout de voir ce genre de choses, au contraire, ça me fait plaisir. La plupart des jeux commencent d'ailleurs comme ça, en s'inspirant de mécaniques qui existent, mais en y apportant sa propre touche. Cela dit, je crois que je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il y a 2 millions de boîtes de Wingspan dans le monde. C'est incompréhensible pour moi. It's incomprehensible to me. Aussi parce que c'est un choix de traitement du thème, enfin de l'univers très différent. On a beaucoup de jeux avec la nature. Most of the time, c'est de l'exploitation de ressources. Yeah, I mean, I don't even think of farming games. Oui, je veux dire, je ne considère même pas les jeux de ferme comme des jeux sur la nature, parce qu'ils sont tellement centrés sur l'humain. Non, c'est toujours une question de comment exploiter la nature à son propre bénéfice. Et justement, une des idées centrales que j'avais en tête en commençant à travailler sur Wingspan, c'était que, de la même manière qu'on trouve des systèmes économiques dans tous ces jeux sur des villes médiévales européennes, il y a aussi des systèmes économiques à l'œuvre dans la nature. Les animaux ont besoin de ressources eux aussi, tout comme les humains, mais ce ne sont pas les mêmes ressources et l'économie ne fonctionne pas de la même manière. The economy might work in a different way. Et tu as envie d'avoir cette approche un peu scientifique, vraiment documentée? Oui, je pense que ça reflète aussi mes goûts en tant que joueuse. J'aime vraiment les jeux qui parlent de choses réelles, ancrées dans le monde, beaucoup plus que ceux qui relèvent de la fantaisie. Et c'est pareil pour mes loisirs. Je passe beaucoup de temps dans la nature, j'écoute des podcasts scientifiques. C'est simplement ce qui m'intéresse.
Et dans tes autres jeux, tu as aussi toujours choisi ces thèmes. Je ne sais pas d'ailleurs si on doit dire thème, parce que le thème et l'univers, c'est différent. On fait souvent d'ailleurs la confusion dans les jeux. Yeah. Mais donc, dans ton prochain jeu, Sanibel, qui sort l'an prochain, est-ce que c'est un peu la même chose ? Tu peux nous parler un peu de Sanibel ? Yeah, so Sanibel is first of all, the name of it comes from an island off the coast of Florida where I grew up. Not on the island, but I grew up in the state of Florida. Oui, alors Sanibel. Déjà, le nom vient d'une île au large de la Floride où j'ai grandi. Je n'ai pas grandi sur l'île, mais en Floride. Et on allait souvent sur cette île, Sanibel, qui est très connue pour ses coquillages. Donc c'est un jeu sur la collecte de coquillages sur la plage. On se promène le long de la plage avec un petit meeple sur un plateau composé de différentes sections où les coquillages arrivent depuis l'océan. On les ramasse, ce sont des tuiles en forme d'hexagone ou de losange, et on les place sur une grille, sur son propre plateau personnel qui représente notre sac de coquillages. Toute la logique de score est liée aux différents types de coquillages, à la façon dont ils veulent être arrangés dans le sac, au type de collection à constituer. Ce n'est pas aussi poussé sur l'aspect documentaire que Wingspan. Dans Wingspan, il y a toutes ces petites infos sur les oiseaux, leurs caractéristiques. Là, ce sont juste des coquillages. Mais dans le livret de règles, on a tout de même inclus une double page avec quelques faits sur les animaux qui fabriquent ces coquillages. Parce que je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment les gens dans Wingspan. Le fait d'apprendre quelque chose sur ce qu'on explore dans le jeu. Et moi-même, j'ai appris des choses en préparant ça. Je reconnaissais visuellement tous les coquillages, mais au début du projet, je ne connaissais même pas tous leurs noms. Things putting that together because I sort of recognized all the shells, but I didn't even know all of the names of them when I started working on the game. Yes. Et tu t'es beaucoup documenté ? I definitely do a lot of research for them. Yeah, I mean Wingspan. Je fais vraiment beaucoup de recherches pour chacun de mes jeux. Wingspan, c'est clairement celui qui m'a demandé le plus de travail parce qu'il y a énormément d'informations sur les cartes. Construire un deck pour une extension de Wingspan, ça me prend beaucoup de temps. Je passe en revue la liste de tous les oiseaux d'une région donnée. Je regarde à quelle fréquence ils sont observés en m'appuyant sur les données de eBird et du Cornell Lab, puis je cherche leur habitat, leur type de nid, leur alimentation. C'est énormément d'informations, énormément de recherches. Et ensuite, il faut encore choisir les bons oiseaux pour que l'équilibre du jeu fonctionne. Pour Sanibel, j'ai aussi utilisé iNaturalist. Je ne sais pas si tu connais, c'est un projet de science participative où les gens peuvent partager leurs observations de la nature. C'est un outil de cartographie, en gros, qui permet de voir quelles espèces sont observées à quel endroit. Et on peut y soumettre des coquillages comme preuve de la présence d'un animal, même si l'animal n'est plus dedans. Donc tu peux regarder, pour une plage donnée, quels coquillages ont été signalés dans la zone. J'ai pu m'en servir pour dire « Ok, voilà les espèces que les gens trouvent le plus souvent sur l'île de Sanibel. » Et ça m'a aidé à choisir les coquillages spécifiques présents dans le jeu. The specific shells that are in the game. Et il y a un autre de tes jeux, The Fox Experiment, qui est carrément inspiré d'une recherche scientifique. Comment tu as eu connaissance de cette expérience et ça a tout de suite fait tilt dans ta tête pour en faire un jeu ? Yeah, I think that the first time that I heard about it. Oui, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un épisode du podcast Radiolab, qui raconte des histoires scientifiques. Il me semble qu'ils ont vraiment tout un épisode consacré à ça, et c'est sans doute comme ça que je l'ai découvert. Ensuite, je suis retombée dessus plusieurs fois par d'autres biais. À un moment donné, il y avait aussi un article dans National Geographic, mais je ne pense pas que ce soit par là que je l'ai découvert, parce que je me souviens l'avoir cherché après coup. Et puis, il y a eu un livre qui est sorti sur cette expérience que j'ai lu avant de commencer à travailler sur le jeu. Et en fait, ce qui m'a vraiment fasciné dans ce sujet, c'est l'idée qu'on pouvait faire un jeu où quelque chose se transmet de génération en génération. Comment est-ce qu'on crée un élément de jeu qui permette ça ? Comment on fabrique un bébé renard qui deviendra parent à son tour ? Comment on transmet l'information dans un objet que tu dois construire à l'intérieur du jeu ? Et donc, on a fini par imaginer des cartes effaçables. À un moment, j'avais aussi testé une version avec des petites pièces en carton que tu glissais à l'intérieur d'un plus grand support en carton double épaisseur. Souvent, en fait, j'ai envie de faire un jeu sur un sujet, mais je ne commence vraiment à travailler dessus que quand j'ai une idée claire de comment représenter ça concrètement dans un jeu. Actually physically represent that in a game. Tu as aussi fait Undergrove, et dans The Fox Experiment, Undergrove, tu as des co-designers. Tu fais des jeux toute seule et parfois tu as des co-designers. Quelles sont les différences pour toi? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Yeah, those two games came about very differently. So
The Fox experiment actually started as a solo design. Ok. Oui, ces deux jeux ont vu le jour de manière très différente. The Fox Experiment a d'abord été une création en solo. Et puis l'un des développeurs engagés par l'éditeur pour travailler sur le jeu, vers la fin du processus, a eu de très bonnes idées pour le système de dés. Parce que je galérais pas mal avec ça. J'avais utilisé des D6 pendant longtemps, mais il y avait trop de variances dans les lancers. Et c'est lui qui a trouvé ce système avec les petits symboles sur les dés, qui réduit beaucoup cette variance et qui au final a permis à tout le jeu de mieux fonctionner. Donc je lui ai dit, ton nom doit être sur la boîte. Tu as apporté quelque chose de vraiment important. Ce n'était donc pas un jeu co-conçu à l'origine, mais on a adoré bosser ensemble et j'aimerais beaucoup retravailler avec Jeff un jour. Et Mark Wooten, avec qui j'ai fait Undergrove, était développeur sur Mariposa. Il travaille à plein temps pour AEG, ou en tout cas en contrat à long terme. Et quand on a terminé Mariposa, on s'est dit, on devrait faire un autre jeu ensemble. Et Undergrove, on l'a vraiment créé à deux, dès le départ. Et j'ai aimé ça. On avait des approches très différentes. Marc est super matheux, très cérébral, alors que moi j'ai besoin de fabriquer les choses, de les manipuler pour voir comment ça marche. Et c'est un bon équilibre. Lui voyait des choses dans les chiffres que je ne voyais pas, et moi j'étais plutôt du genre, allez, on fait un playtest, on verra bien ce qui marche. Et il me disait, ok. See things in the math that I wasn't seeing, and I would just be like, dude, we just have to play test it, and we'll find out the right answer. And he'd be like, okay. Vous êtes complémentaires. Yeah, exactly. Oui, exactement. Mais j'aime aussi vraiment le fait de garder le contrôle quand je travaille seule et de pouvoir avancer à mon propre rythme. Of working on my own. Parce que tu peux travailler à ton rythme. Yeah, my own rhythm, my own ideas, really Oui, mon propre rythme, mes propres idées. Avoir vraiment le sentiment que c'est mon projet. Et quand je fonctionne comme ça, j'apprécie vraiment que les éditeurs avec qui je travaille fassent intervenir quelqu'un à la fin du processus, en tant que développeur, pour aider à peaufiner le jeu. Parce que quand on est plongé dedans depuis longtemps, on ne voit plus toujours les défauts qui restent. Et c'est super précieux d'avoir un regard extérieur à ce moment-là. It's super valuable to have a developer come in and work on something at the end. Et c'était différent quand tu as travaillé sur Wyrmspan ou Finspan. You are developer for Finspan, but you... Oui, car tu es en réalité développeuse pour le jeu. Je crois que sur BGG, c'était pas clair si tu es créditée comme autrice ou pas. And maybe... Oh, interesting. Ah, intéressant. En fait, BGG n'a pas de catégorie pour les développeurs, donc il n'y a pas vraiment de moyen de les créditer. Yes. Je n'avais pas remarqué qu'il m'avait mise dans la case But I think auteur. on Winterfield. Oui, je crois que pour Wyrmspan, tu étais indiquée comme co-autrice. I think so. I'll have to look. I mean, I should raise that with BGG because I think that it's becoming an... Il faudra que je regarde. Oui, je devrais vraiment en parler à BGG parce que je pense que c'est un rôle de plus en plus important. Ça l'a toujours été. Mais aujourd'hui, il y a des gens dont c'est carrément le métier à temps plein, développeur. Et ce serait bien que ce soit mieux reconnu sur BGG. Il y a des développeurs qui sont employés en interne, à plein temps chez un éditeur. Mais il y en a aussi qui travaillent en freelance. Les éditeurs plus petits peuvent faire appel à eux pour un jeu en particulier ou parce qu'ils ont l'expérience sur des jeux similaires. J'ai plusieurs amis qui font beaucoup de développement et qui ne sont pas employés par un éditeur. Et pour eux, c'est super important d'avoir ces crédits, justement. Je ne sais plus comment on en est venu à parler de ça, d'ailleurs. Il y avait une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, non ? Yes. Right? Yes. I forget how we started talking about this. And- There's a question I didn't answer. Être sur le développement d'un jeu plutôt qu'être autrice du jeu. Oh, right. So for both Wyrmspan and Finspan, they called me a developer, and I guess I was sort of, but I was there from the beginning, but I was never hands-on working on the game. Ah oui, c'est vrai. Pour Wyrmspan et Finspan, ils m'ont crédité comme développeuse. Et je suppose que c'est pas totalement faux. Mais si j'étais là dès le début, je n'ai jamais vraiment mis les mains dans le design du jeu. J'ai surtout aidé Connie, David et Michael à démarrer en leur montrant ma façon de penser l'équilibrage. Par exemple, dans Wyrmspan, la valeur d'une carte oiseau se base sur une sorte de formule. Combien elle coûte en nourriture, quelles sont ses autres caractéristiques, quel est son pouvoir. Tout ça entre dans une équation et ça me donne une estimation de sa puissance. Du coup, je n'ai pas à réfléchir à chaque carte individuellement. C'est la formule qui me donne une réponse cohérente. Je leur ai expliqué tout ça et je leur ai aussi donné l'un de mes tableurs pour qu'ils puissent s'en inspirer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'équilibrage de ces jeux donne une impression de parenté avec Wingspan.
Et puis en particulier avec Wyrmspan, comme Connie est une amie et qu'elle habite près de chez moi, j'ai pu participer à plusieurs playtests au fil du temps. On a eu pas mal de conversations super intéressantes sur ce qui rendrait le jeu suffisamment proche de Wingspan pour qu'on sente le lien, mais aussi assez différent pour qu'il ait sa propre identité. À un moment, la caverne dans laquelle on place les dragons partait dans plusieurs directions. Ce n'était pas encore les 3 rangées. Et à un moment donné, on s'est dit, en fait, les 3 lignes, c'est peut-être l'un des éléments qu'il faut garder pour faire partie de la famille. C'était un processus vraiment passionnant, mais je n'étais pas en train de concevoir le jeu activement avec eux, c'était plutôt du playtest, des retours et valider certaines choses. D'ailleurs, demain, je vais playtester la prochaine extension de Wingspan, parce que les auteurs sont sur place, et c'était une bonne occasion de l'essayer en vrai. With them, it was more playtesting and weighing in and signing off on things. I'm gonna go playtest the next Finspan expansion tomorrow because those guys are here, and we figured it would be a good chance to actually play it in person. Toi, tu serais OK pour qu'il y ait encore d'autres itérations sur Wingspan? Right, yeah. Moi, je trouve ça fun. Those two were actually... Et en fait, ces 2 thèmes, les dragons et les poissons, c'est pas venu au hasard. C'est des sujets pour lesquels on recevait déjà beaucoup de demandes. Les dragons, ça me semble assez logique parce que la fantasy est super présente dans le monde du jeu de société. Les poissons, ça m'a un peu surprise au départ, mais j'étais à fond. J'adore cette partie du règne animal, donc j'étais vraiment enthousiaste pour celui-là. On parlait tout à l'heure du choix du thème. Moi, j'ai l'impression que Wingspan a été un déclencheur. On a vu beaucoup d'autres jeux avec des thèmes plus naturalistes après Wingspan. Bon, c'est pas toujours aussi bien fait et forcément, c'est un peu par moments opportuniste. Est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a eu un progrès dans les thématiques qui sont proposées dans les jeux? Comme tu disais, dans le jeu, on est très dans l'aventure, l'imaginaire, et pas toujours dans le réalisme. Il y a beaucoup de thèmes qui ne sont pas abordés alors que ça va être abordé au cinéma. I mean, first of all, I think there were some other nature-themed games that were already on their way when Wingspan came out, like Cascadia came. Déjà, je pense qu'il y avait d'autres jeux sur la nature qui étaient déjà en cours de développement quand Wingspan est sorti. Par exemple, Cascadia est sorti assez peu de temps après. Donc je suis presque sûre que Randy travaillait déjà à ce moment-là. Mais je crois que Wingspan a vraiment montré aux éditeurs qu'il y avait une vraie envie pour ce genre de jeu. Mon interprétation, un peu cynique, c'est que beaucoup de personnes qui dirigent des maisons d'édition de jeux de société passent leur temps derrière un bureau ou en convention, toujours en intérieur, et donc ne pensent pas tellement à la nature. C'est presque un angle mort. Si tu joues à des jeux qui tournent toujours autour des mêmes thèmes et que c'est tout ce que tu expérimentes, tu restes dans ce monde-là. Du coup, c'est vraiment chouette de voir des gens arriver avec des sujets différents. Moi, bien sûr, j'adore tous les jeux sur la nature, c'est mon truc. Mais il y a plein d'autres personnes qui explorent des choses originales, parfois en auto-édition, parfois avec des éditeurs prêts à prendre des risques sur des thèmes inattendus. Et je pense que plus on a de jeux sur des sujets variés, plus ça permet d'attirer de nouveaux joueurs dans le hobby. It's fun to see, and I think the more games about the more different subjects, then that's another way to bring people into this hobby. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas contre les jeux d'image, mais j'aimerais plus de diversité pour être plus proche du monde dans lequel on vit. On va vous parler aussi de ton engagement politique, je veux dire politique de façon très générale, parce que avec Wingspan, tu es devenue une autrice très célèbre. En fait, tu as eu un énorme statut, même si je sais que tu dis que tu es fatiguée parfois, qu'on te parle, on te cite tout le temps comme la autrice, comme s'il n'y avait que toi. Mais tu as utilisé aussi ton statut pour faire la lumière sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés. Tu as fait un énorme article qui est sur le site de Jamie Stegmaier. Tu expliques par exemple que dans les événements ludiques, c'est quand même la même type de population et que quand on est blanc, un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, on ne se rend pas compte en fait de ce manque de diversité quand on arrive dans des conventions. Yeah, it was something I really just felt personally when I first started designing. Things have changed a lot in the US designer world. Like when I go to playtesting. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti personnellement quand j'ai commencé à créer des jeux. Depuis, les choses ont pas mal changé dans le milieu des auteurs et autrices de jeux aux États-Unis. Aujourd'hui, quand je vais à des événements de playtest, c'est plus rare que je sois la seule femme. Mais à mes débuts,
Localement, j'étais presque toujours la seule. Il y avait un groupe de jeux dans un petit resto du coin où j'allais régulièrement et j'étais presque tout le temps la seule femme à table. Et tu vois, ces gars-là, ils étaient vraiment adorables avec moi, mais ça restait bizarre. J'aime bien utiliser cet exemple qui parle souvent aux hommes. Je vais à la salle de sport et je fais parfois des cours de Zumba, donc de la danse aérobique. Et c'est quasiment que des femmes. De temps en temps, un homme vient, mais il ne revient jamais. Parce que c'est une sensation étrange d'être le seul homme dans ce contexte-là. Et quand je raconte ça, souvent les mecs comprennent mieux ce que ça fait d'être dans une pièce remplie de gens qui ne vous ressemblent pas. Et donc nous, celles qui sommes là et qui concevons des jeux, on a dû dépasser ce sentiment d'étrangeté, d'isolement. Mais plus on est nombreuses à rester, plus ce sera facile pour celles qui arrivent ensuite. Et d'une certaine manière, ce que je fais pour encourager ça est aussi un peu égoïste. J'ai juste envie d'avoir un peu de compagnie. Mais c'est aussi plus large que ça. Comme je disais tout à l'heure, plus on a de perspectives différentes, plus on a de jeux différents, et plus le hobby grandit. Ça permet aussi d'attirer plus de gens, parce que les jeux sont faits pour tout le monde, c'est un besoin humain de jouer. Et si la communauté du jeu et celle des créateurs-créatrices ne ressemblent pas à la société dans son ensemble, alors c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui empêche certaines personnes d'y accéder. When the gaming community and the game design community doesn't look like the community at large, there's something off. There's something that's causing that. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, on sait que dans les associations de jeux, c'est plutôt équilibré. Mais ensuite, quand tu regardes dans les conventions, il y a moins de femmes. Et puis, tu regardes qui crée des jeux, il y a encore moins de femmes. Et qui est CEO d'une maison d'édition, et ben, à chaque niveau, en fait, il y a moins de femmes. Oui, on perd des femmes à chaque niveau. Et je ne sais pas si tu as la même impression aux États-Unis. Là, si on regarde à la Gen Con, il y a quand même pas mal de femmes. Today. Which is a change. Yes, I understand. Even just at Gen Con. Oui, c'est un vrai changement. Même rien qu'à Gen Con. Je me souviens que la première année où je suis venue, c'était en 2016, et j'avais vraiment l'impression d'être en minorité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins flagrant. Si on comptait, il y aurait probablement encore un peu plus d'hommes, mais on se rapproche vraiment du 50-50. Et c'est vrai aussi pour quelque chose d'aussi simple qu'une soirée jeu, non ? Si tu organises une soirée jeu un jeudi soir et que tu invites des amis qui ont des enfants, quelqu'un doit rester à la maison pour les coucher. Pareil pour Gen Con, si tu as une famille, que tu ne peux pas te permettre de les emmener ou que les enfants ne veulent pas venir ou sont trop jeunes, eh bien quelqu'un reste à la maison avec eux. Qui fait ça? Someone's staying home with the kids, and like who's doing that? Qui a le plus de temps? Who has the most leisure time and disponibility? Oui, qui a le plus de temps, de loisirs et de disponibilité. On sait que ce sont généralement les femmes qui s'occupent le plus de l'organisation de la famille. Right. Oui, exactement. Et ça, c'est toute une autre question de société. Mais dans beaucoup de familles, ce sont les femmes qui choisissent de rester. Mais en réalité, elles le font aussi parce qu'on attend ça d'elles. Elles font ce choix parce que c'est un rôle qu'on leur assigne depuis toujours. Et concernant les groupes de personnes dominées au plan social, par exemple les personnes racisées, parce que dans le jeu de société, c'est quand même un milieu très blanc. Et j'y pensais justement en préparant l'interview, et aujourd'hui dans les allées, je regardais les gens et je me disais que c'était quand même très majoritairement des personnes blanches qui étaient présentes. There's a very huge majority of white people, in fact. Yes. Yeah. And est-ce que tu vois quand même des évolutions sur ce point? That's a good question. I haven't been walking around the floor so much yet to have an opinion. Gen Con. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore beaucoup arpenté les allées de Gen Con cette année, donc je n'ai pas vraiment d'avis sur l'ambiance générale pour l'instant. Mais Gen Con travaille avec un groupe qui s'appelle la Rose Gauntlet Foundation pour mettre en place un espace dédié aux personnes BIPOC, donc aux personnes noires, autochtones et racisées. Et je connais pas mal d'amis qui passent du temps là-bas et qui trouvent que c'est un lieu très accueillant, un endroit où on peut se recentrer, se sentir soutenu. Et ça aide ensuite à aller vers la communauté plus large avec un peu plus de force. J'ai aussi vécu ça dans d'autres conventions ou des événements de playtest. Par exemple, parfois, il y a un petit déjeuner réservé aux femmes dès le premier jour, juste pour se rencontrer, créer du lien, se dire « on est là », même si on ne se croise pas beaucoup ou qu'on ne se sent pas forcément très visible dans la foule. Et je pense que ça change vraiment quelque chose. Le simple fait de se sentir soutenu et reconnu, ça fait une vraie différence.
And I think that does make a difference in just making people feel supported and seen. Yeah. Et tu tiens aussi à une liste des personnes, par exemple des game designers femmes. Tu tiens aussi une liste des game designers et game designers qui sont racisés. Je regardais la liste et I was thinking about, for example, Fantasy Flight Games. You have lots of women. Je pensais par exemple à FFG, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en tant qu'autrices, mais quand tu discutes avec les gens, ils ne semblent pas du tout les connaître. Par exemple M.G. Newman, la co-autrice du JCE Horror Arkham, ou Grace Holdinghouse, qui est co-autrice du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, ou encore Nikki Valence, qui a fait la V2 des Demeures de l'épouvante. Elles sont bien là pourtant. Madness, it's Nikki Valence, second edition. Sometimes it's funny. It's just, but they exist in fact. Yeah. They're here. And it's, we're sitting here actually in the Hasbro booth because Sanibel's coming out with Avalon Hill, which is part of Hasbro. Oui, là d'ailleurs, on est assise au stand Hasbro parce que Sanibel va sortir chez Avalon Hill, qui fait partie de Hasbro. Et tu vois, les personnes qu'on voit en façade chez Hasbro sont majoritairement des hommes, pas exclusivement, mais quand même en majorité. Cela dit, une grande partie de l'équipe qui a travaillé sur Sanibel, ce sont des femmes. Et si tu regardes la liste sur Board Game Geek, j'en ai une là-bas, avec des jeux créés par des femmes, et une autre avec les noms des autrices elles-mêmes. Donc on peut l'aborder dans les deux sens. C'est énorme, il y a plein de noms. Oui, il y a beaucoup de femmes dans cette industrie, mais il y a encore plus de créateurs de jeux tout court. Donc au final, on reste une minorité. Et surtout, on est une minorité parmi ceux qui atteignent le sommet des classements de popularité. Mais ça évolue, non ? Par exemple, je parlais récemment d'un graphique que j'utilise depuis des années. C'est une chercheuse, Tania Pobuda, qui l'a créé pour sa thèse de doctorat. Elle avait analysé les 400 jeux les mieux classés sur Board Game Geek à l'époque et regardé qui les avait créés. Résultat, 90% avaient été conçus par des hommes. J'aimerais bien mettre ce graphique à jour. Il faudrait que je prenne un peu de temps pour revoir tous les noms, comme par exemple Connie Vogelman a maintenant 2 jeux dans le top 400 de BGG. Donc voilà, on progresse petit à petit, même dans les sphères les plus hautes. Et ça fait du bien à voir, c'est chouette. Un jour, les gens se diront « Mais au fait, pourquoi tout ce débat ?» So that's great to see. It's fun. Eventually, people will be like, "Oh, what was the fuss?" Et tu es aussi membre de l'association des game designers. Tu es la présidente, non ? Non, je suis la trésorière. Et on va parler d'un sujet d'actualité à propos de l'annonce que CGE faisait un jeu Codenames avec la licence Harry Potter. L'association a pris position, a fait un message. On rappelle que J.K. Rowling a des propos transphobes, plus que des propos. En fait, elle finance des associations qui ont pour but en fait de limiter les droits des personnes trans. Yeah, I mean it's something that's been really. Oui, c'est quelque chose qui a vraiment attiré beaucoup d'attention, surtout avec l'approche de Gen Con et le fait que CGE allait vendre ce jeu ici. On voulait publier quelque chose pendant que les discussions autour du jeu étaient encore très présentes, en lien avec cette convention en particulier. Et tu sais, on a beaucoup de membres trans dans notre collectif. Même rien que dans mon groupe local de game design, il y en a plusieurs. Et donc forcément, c'est quelque chose de très douloureux pour eux de voir que de grands éditeurs sont encore prêts à travailler avec J.K. Rowling. On voulait les soutenir, tout simplement, et faire entendre quelque chose à ce sujet. J.K. Rowling and we wanted to support them and say something about it. Et il y a eu quand même beaucoup de réactions côté américain, même des reviewers. Yeah, I would say in the American... Oui, je dirais que dans la communauté ludique américaine, de mon expérience en tout cas, peut-être que c'est aussi parce que ma communauté locale est particulièrement forte et accueillante envers les personnes trans, on voit vraiment des gens de cette communauté qui deviennent des figures importantes, qui prennent des rôles de leadership, qui font émerger de nouveaux jeux. Et franchement, comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir envie de soutenir ça ? Et tu t'es aussi mobilisé sur les lois, sur les restrictions, les tarifs douaniers de l'administration américaine. C'était aussi important pour toi de... Yeah, I mean, the tariffs are a disaster for the board game industry. People are amazingly navigating their way through it, but it's really... Oui, franchement, ces tarifs douaniers sont une vraie catastrophe pour l'industrie du jeu de société. Les gens font preuve d'une ingéniosité incroyable pour arriver à s'en sortir, mais c'est vraiment difficile.
ça augmente le prix de chaque jeu, et comme les éditeurs ne peuvent pas augmenter les prix de vente dans les mêmes proportions, ça va forcément faire baisser la demande. Certains essaient de compenser en acceptant de faire moins de marge par jeu, mais au final, ça reste un mélange de marge réduite et de vente en baisse, et ce n'est bon pour personne. La TTGDA, Tabletop Game Designers Association, et GAMA, Game Manufacturers Association, ont toutes les deux publié des prises de position sur le sujet. On a fait du lobbying au Capitole, on a encouragé nos membres à écrire à leurs représentants au Congrès. Et quand on était sur place à Washington pour rencontrer des élus et leur staff, ce qu'on entendait beaucoup, c'est que ce n'est pas seulement l'industrie du jeu de société qui proteste. Toutes les industries qui fabriquent à l'étranger sont concernées et disent que ça va être très dommageable. Pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir fait bouger les lignes, mais au moins on a pu expliquer clairement à nos représentants comment fonctionnait notre secteur. Un des messages clés qu'on a essayé de faire passer, c'est que beaucoup d'éditeurs de jeux sont des petites entreprises. Et ces petites structures sont totalement dépendantes de l'infrastructure de production existante. Un petit éditeur n'a pas les moyens de créer une usine de fabrication aux États-Unis. Ce n'est tout simplement pas réaliste. On est obligé de produire là où les usines existent déjà. Et elles ne sont pas aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'alternative. On doit payer ces tarifs qui ne sont rien d'autre qu'une taxe massive sur des biens dont le seul but est d'apporter un peu de plaisir aux gens. Manufacturing already exists and it does not exist in the United States. So there is no choice but to pay the tariffs, and it's just a huge tax on goods that are just for people's enjoyment. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire? No, I really appreciate. Tu sais, j'ai vraiment apprécié cette opportunité de te rencontrer et d'échanger avec des personnes d'une autre partie du monde. Je serai à Essen en octobre. I may see people there too. Merci beaucoup, Elisabeth, de ton temps, de ta disponibilité. C'était un grand plaisir pour moi de te rencontrer. Wonderful. Thank you. Thank you. Cette interview, enregistrée en présentiel à Indianapolis lors de la Gen Con le 1er août 2025, est produite par Paul Gara et Hammer, avec l'inestimable soutien de MAD pour le doublage. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.